Espace TV. Vous êtes au 19h45, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, alors que la Guinée pleure encore, les 9 victimes de l'accident de samedi à Dubrika, ce sont 11 autres personnes qui ont péri dans un autre accident ce matin. On parle là aussi de collision entre deux véhicules. Pour ce second, c'est le cortège du ministre de la Sécurité qui est impliqué. Et puis c'est un perpétuel recommencement, ils ne quittent jamais, ils observent patientes, puis reviennent graduellement. À qui la faute? L'entêtement des déguerpis ou l'inefficacité des agents de l'État? Pour l'heure, les opérations de dégagement des emprises publiques ne semblent pas marcher. Nos reporters ont rencontré quelques concernés. Nous aurons plus de détails dans cette édition. Je vous le disais, 11 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce matin sur la route nationale numéro 3 à Kareki-Tamboni, situé dans la sous-préfecture de Kolabuni. Un bilan fourni par le maire de la localité. C'est un véhicule plutôt de transport interurbain en provenance de Kolabuni pour Sangaredi qui est entré en collision avec un Land Cruiser V8 qui venait dans le sens opposé. Après l'accident, les corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Anaïm de Kamsa. Très en colère, les jeunes de la localité ont érigé des barricades pour exiger des autorités la mise en place des ralentisseurs. Sekou Diallo, Aïssatou Kesso Diallo. Survenu le 11 juin sur le pont de Badi, Tondon, dans la préfecture de Dubrika, la collision entre un taxi en provenance de Télimélé et un véhicule 4x4 a fait des victimes. 9 morts et 22 blessés selon un bilan dressé par les autorités. Certains blessés sont reçus dans des cliniques privées, faute de place à Donka et Ignasdine. Ce sont des ressortissants de Télémélé, précisément à Kouratuntu, qui, après le drame, multiplient des actions afin d'obtenir l'aide du gouvernement. Après les urgences, ils ont été aussi transportés, hospitalisés au camp Boiro. Donc actuellement, la femme ainsi que son enfant sont hospitalisés là. Vraiment, nous avons besoin beaucoup d'aide pour soutenir ces malades-là. Actuellement, les temps sont très difficiles pour la famille. Parmi les victimes de l'accident, un mort et 4 blessés sont venus de Télémélé. Ce jeune alité, par exemple, hospitalisé dans une clinique, il souffre de déboîtement au niveau du pied. Son état nécessite une évacuation, selon les médecins. S'il est blessé sur la tête, on ne sait pas d'abord si c'est grave ou pas. C'est lui qui est de T6. L'enfant aussi souffre. Donc nous demandons une aide. La direction nous a dit, ok, ils vont faire leur mieux. Mais pour le moment, on n'a rien d'abord vu. Les coûts sont très élevés pour le garçon qui se trouve à T6 dans la clinique. À l'hôpital Donka, dans le pavillon de Kamayine, nous avons tenté de constater l'état des autres accidentés en vain. Ils sont pourtant nombreux, ces accidentés qui sollicitent l'aide du gouvernement. Pour le moment, aucune assistance ne leur a été apportée, nous apprend-on, alors qu'ils se tordent de douleur. Pendant ce temps, c'est un autre accident mortel qui est survenu ce lundi matin entre Boké et Kolabuni, faisant 11 morts et des blessés graves. Vous l'aurez compris, c'était plutôt plusieurs personnes qui ont péri le samedi dernier dans un accident de la circulation survenu entre Télémélé et Dubrika. À l'origine, un taxi de transport interurbain qui est entré en collision avec un camion en provenance de Conakry. Et le bilan fait état de 9 morts et des blessés graves. Et nous revenons sur cet élément, sur cette information. 11 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce matin sur la route nationale numéro 3. Et nous vous invitons à suivre cet élément de reportage de Sekou Diallo. C'est aux environs de 10 heures que ce drame s'est produit à Kareki-Tamboni, situé à environ 6 km du centre-ville de la commune rurale de Kolabui. Ce véhicule Renault 21, immatriculé RC 0387S,
qui avait à son bord 11 personnes dont les petits-enfants, a fini sa course à Carré Kitamboni lorsqu'il est entré en collision avec ce Land Cruiser VA0526A qui faisait partie du cortège du ministre de la Sécurité. Très touchés, certains citoyens ont donné à chaud les premiers témoignages. C'est le dernier véhicule du cortège qui est entré en collision avec le taxi. J'ai été le premier à être sur le lieu. J'ai fait sortir une dame qui était assise dans la voiture VA avant que les autres n'arrivent. Après cet accident mortel, les corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Anaïm de Kamsara. Au total, 11 personnes et 4 blessés. C'est le bilan provisoire de cet autre accident, selon le maire de la commune rurale de Koulaboui. Cette dame dénonce l'indifférence des autorités de Koulaboui à prendre en compte les préoccupations des citoyens. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est le manque des ralentisseurs. Souvent, ils prennent des promesses, mais jamais ils le réalisent. S'il y a les ralentisseurs, on n'allait pas vivre tout cela, parce que ça fait la énième fois. Pour apaiser la colère des jeunes qui avaient barricadé la route nationale numéro 3, sous les yeux impuissants du gouverneur de la région administrative de Boké, les responsables de la mairie de Koulaboui se sont aussitôt impliqués pour faire venir des agrégats afin de réaliser les ralentisseurs. Avec ça, on a envoyé un chargement de sable. Il y a un chargement de gravier qui doit venir. Il y a une personnalité qui nous a donné une tonne de ciment tout de suite là. Maintenant, comme le gouverneur est là, peut-être à travers de monsieur le gouverneur, il va demander le service de TP de venir nous secourir pour nous permettre de mettre le dos dans. Pour le moment, les causes de cet accident ne sont pas encore élucidées. Mais à en croire l'officier de constat, l'excès de vitesse et l'imprudence des chauffeurs seraient à la base de cet accident. Paix à l'âme des victimes et toutes nos compassions aux familles. Autre fait de l'actualité, pendant 50 ans, il a servi à la détention des résistants africains venus de tous les pays africains, dominés par les colons africains. Plus de 100 ans après, les pénitenciers de Fotoba gardent toujours son architecture. Seul bémol, les visiteurs deviennent de plus en plus rares. Sur le site, il doit être restauré. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara, de retour de Fotoba. Construit en 1905 par les Français, le pénitencier de Fotoba est en soi un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs. Il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés, les rêves de résistants africains contre le colonialisme. Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain. Il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste. Les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent, avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers. 350 personnes. Quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénovées grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Tout était détruit. C'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernorat de la ville de Conakry. C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba, un des résistants venus de l'Afrique centrale, et son muezzin ont rendu l'âme. Un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé. C'est ici que le Wali de Gomba a rendu l'âme. Lui et son muezzin ont été tous enterrés ici en Guinée. Pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique, les gardes demandent une attention des autorités de transition, cela pour terminer ce que Mathurin a commencé. Un clin d'œil à Kakoutoulaye, un village situé dans la sous-préfecture de Benti, une île qui respire l'air pur et naturel. Mais malheureusement, le portefeuille des habitants est troué. En dépit de la pauvreté apparente, les familles ne se résignent pas. Mamadou Sadio Baldé a interrogé quelques citoyens. Suivez. Fodé Mohamed Kamara a poussé les études jusqu'en 9e année.
Les conditions d'apprentissage faisant défaut, ils se lancent dans les activités lucratives. Le transport maritime pour traiter les affaires courantes, la menuiserie pour perpétuer le métier familial. Je suis à la fois menuisier, maçon et je pratique le transport maritime. Je fais également la pêche. Mon frère et moi avons 3 pirogues, l'une pour la pêche et les 2 autres pour le transport. 25 ans, marié, Mohamed a désormais un impératif, la gestion du quotidien. S'il veut sentir le vent de l'aisance et préparer l'avenir de ses enfants, il est obligé de travailler dur, faire une gestion saine et se construire une maison digne. Par jour, je peux avoir entre 150 et 200 000 francs guinéens, ce qui nous permet d'engager la construction d'un bâtiment à étage. Yanatou Kamara a un parcours différent, une préoccupation différente. Elle doit quitter son village et aller à la quête du poisson fumé pour la revente. Les retombées ne servent qu'à la gestion et à l'entretien de la famille. Depuis 4 ans, je mène cette activité. L'un des avantages de cette activité consiste à entretenir la famille, la dépense, la scolarité des enfants, puisque mon mari ne travaille pas. Kakutoulaye est un village de tous les paradoxes, des visages rayonnants dans un paradis terrestre mais qui baignent dans un océan de misère. Et je vous l'annonçais tantôt, c'est une sorte d'éternel recommencement des citoyens qui refusent de respecter les consignes de déguerpissement opérées par les forces de l'ordre et la police routière dans les marchés. Ils sont à nouveau de retour sur les emprises de la route. Les vendeuses, quant à elles, dénoncent le manque de place dans les marchés et demandent aux autorités de réagir pour mettre un terme à leur souffrance. Le reportage est signé Diena Bangoura et Mohamed Kapelosila. Dites au président de nous trouver des places. C'est ici que nous gagnons nos dépenses. Donc si nous quittons les emprises des routes, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Elles avaient juré de revenir après avoir été déguerpies sur les emprises de la route. Les voici en pleine activité. De Matoto à Anko 5, les réalités sont identiques. Pourtant, elles sont bien conscientes des dangers qu'elles encourent. Les places que nous avons ne peuvent pas contenir nos marchandises. Certains fruits pourrissent parfois. C'est pourquoi nous vendons sur la route. Depuis 4 jours, je traîne avec ces ananas. Les agents de sécurité nous fatiguent toujours. Quand ils viennent, on fuit. Au cas contraire, on s'assoit. Au dire de ces vendeuses de Matoto, elles payent 7 000 francs guinéens par jour comme taxe. Au-delà de cette taxe, des individus qu'elles ont préféré taire les noms leur soutirent de l'argent pour s'asseoir sur ces emprises de la route. Ils renversent nos marchandises ici. C'est quand tu leur donnes de l'argent, ils te laissent t'asseoir. Que tu écoules ta marchandise ou pas, tu payes 7 000 francs guinéens. Les responsables du marché ne tolèrent personne. Moi, par exemple, je quitte jusqu'à Dubreka. Parfois, ce sont mes amis qui me donnent le transport pour pouvoir rentrer chez moi. Lors du passage des forces de l'ordre le 25 mai dernier, cette citoyenne avait qualifié l'opération de déguerpissement en ces mots. Quand ils commencent, nous sommes très contents. Mais chaque fois, ça devient un feu de paille. Pourquoi les autorités peinent-elles toujours à pénaliser ces actions? Est-ce de l'incivisme des citoyens? Ces vendeuses manquent-elles de place? Ces questions restent entières. Le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à travers le Fonds de développement social et de l'indigence a procédé au lancement de ciblage des ménages pauvres et indigents de la région administrative de Mamou. L'activité a réuni plusieurs élus locaux et permet d'identifier, enregistrer et de faciliter le suivi des personnes cibles. C'est la ministre de tutelle en provenance de l'Abbé qui a présidé la clôture ce week-end dernier à la Maison des Jeunes. Suivez. La ville Carrefour a accueilli le lancement des activités de ciblage des ménages pauvres et indigents de la région. L'objectif est de doter notre pays d'un registre social unifié pouvant répondre aux besoins des acteurs sociaux en matière de protection sociale. Puisqu'il est de la responsabilité de l'État de protéger ses fils et filles. Mais il faudrait bien que vous soyez clairement saisis et que vous compreniez exactement de quoi ils souffrent et ils sont combien. Quand vous prenez par exemple spécifiquement la région administrative de Mamou,
il y a 590 000 et quelques personnes qui seront ciblées dans la base de données et il y a plus de 84 000 ménages qui sont également à cibler pour être enregistrés dans la base de données du RSU. Le RSU étant l'un des 5 piliers du Fonds de développement social et de l'indigence est initié par le gouvernement de la transition et permet d'identifier, d'enregistrer et de faciliter le suivi des personnes bénéficiaires des programmes d'aide sociale. J'en appelle alors à votre sens de responsabilité et votre dévouement dans le processus de ciblage qui vient d'être lancé aujourd'hui pour nous permettre d'atteindre les extrêmes pauvres. Au nom du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, s'est réjouie de l'adhésion des administrateurs territoriaux pour la mise en œuvre du programme. Je ne vais même pas me tarder pour vous exhorter à adhérer à ce programme, à continuer à soutenir ce programme, mais également à le faire pour vos populations. Pour que lorsque les appuis vont commencer, qu'on ne dise pas « on a oublié maman », on a oublié les enfants de maman, on a oublié les femmes de maman ou qu'on a oublié les indigents de maman. Plusieurs agents enquêteurs seront déployés dans toutes les collectivités auprès des ménages pauvres afin d'être ciblés et enregistrés dans le registre social unifié dans la région. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football a réagi ce dimanche 12 juin 2022 suite à l'envahissement de la pelouse du stade général Lansana Conté par les supporters du Sili national après le match Guinée-Malawi. Dans un communiqué, le CONOR annonce des enquêtes pour situer les responsabilités. Amdiata Ndiaye, reportage. Jeudi dernier, le Sili national jouait son deuxième match des éliminatoires de la CAN 2023. Dans ce match, c'est dans les derniers instants que les hommes de Kaba Diawara ont arraché la victoire sur un but du capitaine Nabi Keita. Ce but libérateur a provoqué une vive émotion chez les supporters guinéens qui ont envahi la pelouse du stade, ce qui a occasionné l'arrêt momentané de la rencontre. Les hommes en uniforme déployés pour la cause ont eu du mal durant plusieurs minutes pour anéantir ce mouvement de liesse. Les officiels de la rencontre ont été dans l'obligation d'attendre l'euphorie et pourtant, au-delà de la question de non-homologation de ce stade, l'instance fêtière du football mondial, la FIFA, avait demandé 16 000 spectateurs au comité de normalisation, ce qui n'a pas été le cas. Où lors de cette confrontation entre Guinéens et Malawites, le stade de Nongo a fait presque son plein, dépassant le nombre indiqué. Les images de l'envahissement de la pelouse par les supporters parlent d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux, surtout celles après le coup de soufflet final. Depuis, on parle des conséquences dont peut encourir la Guinée après le comportement de son public. Si Kaba Diawara regrettait cet état de fait en tant que sélectionneur de l'équipe, de son côté, Sega Diallo, vice-président du comité de normalisation, a rejeté les responsabilités à l'entreprise, le groupe SAM GBM en charge de la finalisation du stade. Sous sa responsable hiérarchique, le CONOR s'en tient aux conclusions des enquêtes en cours. Dans sa communication, le CONOR précise que cette enquête sera menée pour situer les degrés de responsabilité et tirer les leçons afin d'éviter que cela ne se reproduise. Toujours dans sa sortie, le CONOR envisage plusieurs autres moyens afin d'éviter la délocalisation des rencontres de l'équipe nationale. Sauf que dans leur communication, les membres du comité de normalisation sont en train de se contredire, ce qui préjase déjà le climat qui pourrait régner au sein de cette structure qui gère les affaires courantes du football guinéen. C'est un commentaire d'Amdiata Ndiaye qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22 h avec Philomène Bangora. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.